Et si cette nuit d'explosion à Odessa n'était que la partie émergée d'une nouvelle phase de la guerre? Imaginez une ville soudain plongée dans la terreur. Au cœur de la nuit, des explosions résonnent, des incendies déchirent à l'horizon, et des drones Gérane bourdonnent sinistrement au-dessus des toits. Les habitants, réveillés en sursaut, filment des colonnes de flammes visibles à des kilomètres et partagent ces scènes de cauchemar sur les réseaux sociaux. Les frappes ne visent pas au hasard. Elles s'abattent sur les zones industrielles et le port, endroit stratégique pour les stocks et la logistique militaire. À Odessa, le feu s'étend en pleine nuit, éclairant la mer et la ville comme en plein jour. Mais ce n'est pas tout. Dnipropetrovsk, Tchernihiv, Soumy, Kharkiv. Un véritable arc de destruction traverse l'Ukraine, ciblant dépôts, gares, infrastructures vitales. Les objectifs sont clairs. Paralyser les nerfs de la guerre, détruire les stocks, désorganiser la logistique, couper les points névralgiques avant même que l'ennemi ne puisse réagir. Sur Internet, les images de cette nuit circulent à grande vitesse. Des sirènes retentissent, des habitants se réfugient où ils peuvent, pendant que des kilomètres de territoire sont balayés par les flammes et les ondes de choc. La réalité du front change brutalement. Ce ne sont plus seulement les tranchées ou les combats directs qui décident du sort de la guerre, mais la capacité à frapper l'arrière, à briser la routine et à créer la peur jusque dans les foyers. Ignorer ce changement, c'est risquer de passer à côté de l'évolution silencieuse mais décisive de la guerre moderne. Ce qui se joue cette nuit-là à Odessa et ailleurs, c'est bien plus qu'un simple bombardement. C'est un signal que la logique du conflit, et peut-être sa dynamique entière, sont en train de basculer. Pour comprendre comment on en est arrivé là et ce qui se cache derrière ce déluge de feu, il faut revenir sur l'évolution des frappes russes et la logique stratégique qui se dessine jour après jour. Ce n'est pas qu'Odessa. Partout, la chaîne d'approvisionnement est visée. Depuis la nuit du 20 octobre, les frappes russes s'intensifient et changent radicalement le visage du conflit. Ce ne sont plus seulement les lignes de front qui sont sous pression, mais l'arrière, les dépôts de carburant, la logistique ferroviaire, les stocks de matériel et les nœuds d'approvisionnement. En quelques heures, plusieurs vagues de drones et de missiles ont ciblé des infrastructures essentielles, provoquant des incendies visibles à des dizaines de kilomètres. Dans la région d'Odessa, mais aussi à Dnipro, à Kharkiv et jusqu'aux abords de la frontière biélorusse, les attaques se multiplient. Les stocks de carburant sont visés en priorité. Sans essence ni diesel, les chars, les camions et les ambulances restent immobilisés. Les dépôts brûlent, les convois de ravitaillement sont frappés avant même d'atteindre le front. Les gares, les ponts et les ateliers de réparation deviennent les nouvelles cibles récurrentes des frappes nocturnes. Ces destructions ont des conséquences humaines immédiates. Partout, évacuer les blessés devient un cauchemar. Les routes sont surveillées par des drones russes, chaque déplacement est scruté et souvent pris pour cible. Plusieurs témoignages évoquent des blessés abandonnés pendant plusieurs jours, les véhicules blindés manquant pour traverser des zones sous menace constante. Les hôpitaux de l'arrière sont surchargés, les équipes médicales épuisées. La peur s'installe aussi dans l'organisation même de l'armée ukrainienne. L'ennemi invisible, ce sont ces essaims de drones qui planent à toute heure au-dessus des positions, détectent chaque mouvement et guident l'artillerie. La capacité de réaction ukrainienne est ainsi constamment perturbée. Difficile de regrouper des troupes, de lancer une contre-offensive ou d'acheminer du matériel sans risquer d'être repéré et frappé quelques minutes plus tard. Face à cette pression, l'armée ukrainienne n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Les commandants ordonnent des mouvements plus discrets, tentent de lancer des contre-attaques locales, misant sur la surprise et la mobilité. Mais la réalité est rude. La moindre erreur se paie cher, et la logistique fragmentée ralentit chaque opération. À Odessa, le commandement militaire vient justement de changer. Entre suspicion d'infiltration, crainte de répression et paranoïa face à d'éventuels saboteurs, le climat est électrique. Les décisions doivent se prendre vite, souvent dans l'urgence, sur fond de rumeurs et de tensions internes. La peur d'un effondrement local n'est plus un tabou. Tout cela fait peser un risque colossal, la paralysie totale d'une région clé pour l'économie comme pour la défense. Si la logistique s'effondre, ce sont aussi la sécurité des civils, la cohésion sociale
et la confiance dans l'État qui vacille. Mais derrière ces frappes, une question persiste. Pourquoi cibler systématiquement l'arrière plutôt que le front? Pour comprendre la logique de ces frappes et leur objectif réel, il faut analyser la stratégie russe et les enjeux d'une guerre où chaque tonne de carburant et chaque mètre de rail comptent plus que jamais. Et si la véritable guerre ne se jouait pas sur la ligne de front, mais dans les entrepôts plongés dans l'ombre et les sous-stations électriques silencieuses? Depuis la nuit du 20 octobre, un nouveau champ de bataille s'impose. Celui de la logistique et de l'énergie, frappé sans relâche et par surprise. Les frappes russes se sont concentrées sur les ports cruciaux, les gigantesques entrepôts remplis de carburant ou de munitions, et les infrastructures énergétiques qui alimentent tout l'effort de guerre. À Odessa, dans le port de Youjny, les incendies ont illuminé le ciel pendant des heures, témoignant de l'ampleur du choc. Ce n'est pas un cas isolé. Des vagues d'attaques similaires ont touché la région de Soumy, frappant jusqu'à 7 fois les dépôts et les nœuds ferroviaires, puis Kharkiv, Dnipropetrovsk et même Tchernihiv, partout où la logistique pouvait être brisée. Ce ciblage méthodique déclenche un effet domino redoutable. Dès que les stocks en profondeur sont détruits, chaque livraison vers la ligne de front devient plus risquée, plus lente. Les convois se font rares, repoussant les limites de la résistance pour les soldats qui attendent du carburant, des vivres ou des munitions. La moindre défaillance logistique se paye cher. Les blessés restent coincés plusieurs jours, faute de couloirs sûrs pour évacuer. La relève ou l'entretien des blindés devient aléatoire. Face à cette menace, l'Ukraine renforce visiblement la défense de ses infrastructures stratégiques. Autour des centrales électriques, des images montrent des murs de sacs de sable, des filets de camouflage et des systèmes anti-drones installés à la hâte. Mais chaque protection mobilise des hommes et du matériel, autant de ressources prélevées d'ailleurs. La Russie, de son côté, module le tempo de ses frappes. Certains soirs, tout semble s'arrêter, comme une pause inquiétante avant un nouvel orage. Ce rythme imprévisible laisse croire à une préparation minutieuse, le temps d'identifier de nouvelles cibles, de recharger les stocks de drones ou de missiles, avant de frapper à nouveau là où la logistique est la plus vulnérable. Les drones, justement, changent la donne. Ils ne se contentent plus de surveiller. Ils traquent, filment et attaquent. Les rassemblements de troupes sont immédiatement repérés. Toute tentative de transporter du matériel ou de reconstituer des stocks devient un pari mortel. Le ciel lui-même n'est plus un refuge. Il annonce l'arrivée d'un danger invisible. Si cette stratégie d'usure porte ses fruits, c'est toute la capacité de défense et de contre-attaque de l'Ukraine qui vacille. Quand l'essence manque, quand les pièces détachées ne suivent plus, quand la lumière s'éteint dans les postes de commandement, les lignes de front risquent de se rompre, non pas sous le feu direct, mais sous l'asphyxie logistique. Alors, la question n'est plus seulement qui tient le terrain, mais qui saura tenir dans la durée, qui évitera l'effondrement invisible de sa machine de guerre. Mais face à cette guerre de l'ombre, quelles nouvelles tactiques émergent de part et d'autre? Découvrons comment chacun tente de reprendre l'initiative dans ce duel invisible. Et si l'hiver imposait une nouvelle donne à tous? À mesure que le froid s'installe, la guerre en Ukraine entre dans une phase d'usure, bien plus longue et imprévisible que beaucoup ne l'avaient imaginé. Les deux camps, désormais, se préparent à tenir non pas des jours ou des semaines, mais des mois, voire plus, dans une logique d'endurance totale. Les signes de cette préparation sont visibles partout. Fortifications qui se multiplient, réseaux de tranchées, défenses énergétiques renforcées autour des nœuds vitaux, communications de plus en plus sécurisées pour éviter l'écoute ou le sabotage. Les Russes, eux, misent sur l'épuisement progressif. Frappes régulières, ciblant non seulement les infrastructures militaires, mais aussi les stocks de carburant, les dépôts logistiques et les réseaux de transport. Leur but? Désorganiser durablement l'arrière, étirer les lignes de ravitaillement et transformer chaque convoi en cible potentielle. Face à cela, l'Ukraine s'adapte dans l'urgence. On observe une militarisation accélérée de la société, des dispositifs d'alerte plus fréquents, une protection accrue des infrastructures critiques. Les autorités encouragent la population à la résilience, distribuent des manuels pour survivre aux coupures d'électricité
et multiplie les exercices d'évacuation. Mais ce climat d'urgence pèse sur le moral, nourrit la peur des répressions internes et alimente la suspicion sur la gestion du pouvoir local. Certains craignent que la sécurité ne serve de prétexte à une surveillance généralisée. L'Ouest, de son côté, affiche désormais ouvertement ses convois d'aide militaire. Des images de trains chargés d'armes ou de véhicules blindés circulent sur les réseaux sociaux. Un signal clair pour Moscou comme pour Kiev. Le soutien occidental n'est plus discret, il est assumé et public. Cette visibilité, cependant, expose aussi les chaînes logistiques à de nouvelles menaces, car chaque cargaison devient une cible stratégique. L'hiver apporte son lot d'incertitudes. Les experts redoutent de nouvelles vagues de frappes russes sur des points jusqu'ici épargnés. Réseaux de distribution d'eau, centres de secours, infrastructures civiles essentielles pour le chauffage ou l'alimentation. Les populations sont invitées à anticiper, à stocker ce qu'elles peuvent, parfois à quitter temporairement certaines zones jugées trop exposées. Dans cette guerre d'usure, chaque erreur compte. Une mauvaise anticipation, une faille dans la défense des arrières, et c'est tout un secteur qui risque de basculer. La survie de régions entières dépend désormais d'une capacité collective à tenir dans la durée, à résister non seulement militairement, mais aussi socialement et moralement. Les tensions internes montent, entre peur de l'ennemi extérieur et doute sur la solidité du front intérieur. Car au fond, la guerre ne se joue plus uniquement sur la ligne de contact. Elle s'est invitée dans les foyers, les écoles, les hôpitaux. La moindre coupure de courant, la pénurie de carburant ou la rumeur d'une nouvelle frappe peuvent faire vaciller le fragile équilibre du quotidien. L'issue dépendra de la capacité de chaque camp à s'adapter, à protéger ses ressources et à garder la confiance de sa population. Mais alors, face à ces défis inédits, que peuvent réellement faire les citoyens et les décideurs pour se prémunir contre l'imprévu? Voyons ensemble quelles stratégies concrètes émergent de ce nouvel affrontement de volonté. Mieux comprendre la logistique, c'est mieux se préparer, même loin du front. Car derrière chaque explosion, chaque coupure d'électricité ou pénurie de carburant, se cache une leçon universelle sur la fragilité de nos sociétés face à la crise. Ce que la nuit du 20 octobre nous rappelle, c'est que la résilience ne se joue pas uniquement sur la ligne de front, mais dans la capacité de chaque ville, chaque foyer, à absorber les chocs et à continuer de fonctionner. Pour les civils, la première leçon est l'importance capitale de la résilience des infrastructures. Un hôpital doté de générateurs, un réseau d'eau potable protégé ou des stocks alimentaires bien répartis peuvent faire la différence entre une simple période difficile et une catastrophe humanitaire. La logistique, ce n'est pas qu'une affaire de militaires, c'est l'assurance vie des populations. Survivre, c'est anticiper. Cela veut dire multiplier les réserves de biens essentiels, diversifier les sources d'énergie, élaborer des plans B pour la communication et la mobilité. Lorsque les coupures touchent à l'électricité, l'Internet ou les transports, ceux qui s'en sortent sont ceux qui ont prévu l'imprévisible. Préparer des trousses de secours, organiser des réseaux d'entraide, c'est investir dans la survie collective. Mais la crise révèle aussi le rôle déterminant du facteur humain. La peur, la désinformation, la rumeur circulent à la vitesse de l'éclair et peuvent démanteler la cohésion sociale plus sûrement qu'un missile. Au contraire, une communauté soudée, où l'information circule vite et bien, peut limiter la panique et renforcer sa capacité d'adaptation. La circulation de l'information devient une arme de défense, tout comme la solidarité entre voisins. Pour les décideurs, la gestion du temps et de l'argent prend une dimension dramatique. Chaque euro dépensé dans la défense ou la réparation d'une centrale détruite pèse sur la durée du conflit et la capacité à rebondir. Derrière chaque choix stratégique, il y a un coût financier colossal, souvent invisible pour l'opinion publique, mais décisif pour la suite des opérations et la vie quotidienne. Quant à l'observateur extérieur, il est primordial de ne pas juger la guerre uniquement à travers le prisme des mouvements de troupes ou des images spectaculaires. La guerre moderne, c'est aussi une guerre d'usure logistique, de nerfs, où la moindre panne peut bouleverser l'équilibre sur plusieurs semaines. Comprendre cette dimension, c'est mieux saisir la réalité vécue par ceux qui sont sur le terrain, loin des projecteurs. Finalement, négliger ces enseignements logistiques, c'est courir le risque d'être pris au dépourvu lors des futures crises.
Que ce soit une guerre, une catastrophe naturelle ou une crise économique, les mêmes mécanismes d'anticipation et d'adaptation s'appliquent. Celui qui croit que la logistique est secondaire se condamne à subir les événements, sans marge de manœuvre. En conclusion, qui sortira gagnant de cette épreuve d'endurance et que retenir pour l'avenir? La réponse pourrait bien se situer loin des champs de bataille traditionnels, dans la capacité collective à se réinventer et à apprendre de chaque crise. Reste à savoir comment, concrètement, ces leçons pourraient s'appliquer chez nous, dans notre quotidien, et quelles stratégies adopter pour transformer cette vulnérabilité en véritable force. La prochaine victoire ne se décidera pas seulement sur le terrain, mais dans la capacité à adapter, protéger et surprendre. Ce que nous venons de vivre, dans la nuit du 20 octobre, n'est pas qu'un épisode de plus dans une guerre d'usure. C'est un signal fort. La guerre moderne se transforme sous nos yeux. Les frappes massives ne visent plus seulement à détruire, mais à désorganiser, à semer le doute et à casser les rouages invisibles qui font fonctionner une armée. Rester figé sur les images de tranchées ou d'explosions, c'est rater l'essentiel. Aujourd'hui, la logistique, la circulation de l'information, le moral, la capacité à improviser deviennent décisifs. Chaque entrepôt détruit, chaque colonne logistique coupée, ce sont des semaines de retard, des pertes humaines multipliées, des plans entiers qui s'effondrent. La guerre se joue désormais dans la fluidité et la réaction. Qui s'adapte le plus vite, qui protège ses faiblesses, qui surprend l'autre. Ignorer cette mutation, c'est accepter d'être dépassé. Pour les États, cela veut dire risquer de gaspiller des milliards dans de vieilles recettes, de perdre un temps précieux dans la préparation de nouvelles menaces. Pour chacun d'entre nous, cela signifie vivre dans l'illusion d'une sécurité acquise, alors que le monde change sous nos pieds. La vraie bataille, désormais, se livre dans la maîtrise des flux, de carburant, d'énergie, d'information. Les victoires éclatantes appartiennent au passé. La capacité à casser le rythme adverse, à absorber les chocs, à répondre de manière créative, voilà le nouveau visage de la puissance militaire. Chaque attaque, chaque riposte devient un test de résilience. Loin des projecteurs, c'est un duel d'intelligence, de ressources et de volonté. Qui saura anticiper la prochaine rupture? Qui saura inventer la parade, là où l'autre pensait avoir trouvé la faille? Face à ce bouleversement, il est urgent de garder un œil critique. Suivez de près les évolutions, interrogez les discours officiels, questionnez les images. Comprendre la guerre moderne, ce n'est pas se perdre dans les détails, mais prendre de la hauteur, saisir les nouvelles règles du jeu. Car demain, la sécurité et la stabilité de chacun dépendront de cette capacité d'analyse. Refuser de voir la réalité, c'est s'exposer à être surpris, voire dépassé, par des événements que l'on pensait impossibles hier. La nuit du 20 octobre n'est qu'un avertissement. Le vrai enjeu est d'apprendre, collectivement, à observer et à anticiper ces mutations.